Voilà. Bonjour et bienvenue sur le retour du format Versus, qui pour cet épisode va s'inspirer d'un livre que j'ai lu et qui m'a passionné et qui s'intitule Comparer l'incomparable, l'essence d'une nation et le juif sauce, écrit par Monsieur Alain Ponsat, ici présent. Bonjour Monsieur Alain Ponsat. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette nouvelle collaboration. Je suis extrêmement heureuse de faire ce premier épisode avec vous, car ça faisait très longtemps que je cherchais quelqu'un qui ose poser des questions plus politiques sur l'existence de certains films et dont il est difficile d'aborder certains sujets parce qu'ils ont marqué l'histoire du cinéma, chacun à leur manière. Et je vous avoue qu'à chaque page que je lisais de votre livre, je ne pouvais m'empêcher de remplacer les films que vous évoquez par Avatar et encore plus aujourd'hui par sa suite. Et comme je dis souvent à mes camarades cinéphiles, pour moi, Avatar 1, c'est Entendre le comportement de notre génération, et Avatar 2, L'essence d'une nation de James Cameron. Avant de commencer la discussion des deux films, Avatar et Entendre le comportement, je vais rappeler leur histoire, la date de leur sortie et le box-office, car de ça aussi, on va en parler. Alors, le film Avatar a été réalisé par James Cameron, sorti en 2009. Le box-office est de 97 310 000 spectateurs. Son histoire, sur le monde extraterrestre luxuriant de Pandora, vivent les Na'vi, des êtres qui semblent primitifs, mais qui sont très évolués. Jacques Sully, un ancien marine paralysé, redevient mobile grâce à un avatar et tombe amoureux d'une femme Na'vi. Alors qu'un lien avec elle grandit, il est entraîné dans une bataille pour la survie de son monde. Autant d'emportement, film réalisé par Victor Fleming, ainsi que George Cukor et Sam Wood, qui ne sont pas crédités, sorti en 1939, ça aussi c'est intéressant, la date de sortie des films, quand même 80 ans les séparent. C'est le plus grand succès de l'histoire du cinéma américain en tant que nombre de spectateurs, je précise bien d'ailleurs les chiffres pour les deux films. L'histoire, en Géorgie, en 1861, Scarlett O'Hara est une jeune femme fière et volontaire de la haute société sudiste. Courtisée par tous les bons partis du pays, elle a des yeux que pour acheter Volsk, malgré ses fiançailles avec sa douce et timide cousine Melanie Hamilton. Scarlett est pourtant bien décidée à le faire changer d'avis, mais à la réception des 12 chaînes à attentat, c'est du cynique qu'elle retient l'attention. Alors, ces deux histoires d'amour, merci de m'avoir fait rappeler, monsieur Bonsa, parce que c'est vrai que je voulais directement parler des problématiques de ces deux films, mais donc vous m'avez fait rappeler quand même que ces deux histoires d'amour avant tout, à deux époques totalement différentes, 80 ans les séparent, précisément. L'un aujourd'hui avoue plus que l'autre que le film est effectivement raciste. D'ailleurs, dans l'introduction de la restauration du film Entendre le comportement, et les services aussi de vidéo à la demande, est écrit un message d'excuse que je vais lire. Entendre le comportement de son temps et dépeint de préjugés sociaux et ethniques, malheureusement largement répandus dans la société américaine à l'époque. Ces représentations racistes étaient inacceptables à l'époque et le restent encore aujourd'hui. Pour bâtir un futur plus juste, équitable et inclusif, nous devons commencer par reconnaître et comprendre l'histoire. L'autre, c'est vrai qu'Avatar, c'est plus difficile de le dire, car en fait, c'est un héros qui va sauver tout un peuple. Et donc, du coup, on ne voit pas très bien le double sens du film. On fait croire à un message écologique, alors que c'est pour exterminer une ethnie, les Indiens. D'ailleurs, ce film est une sorte de western moderne. Les Indiens sont là et se font pourchasser, tués par les cow-boys, remplacés ici par l'armée. Deux petites questions avant de commencer la discussion sur les deux films. D'accord, êtes-vous d'abord d'accord avec ces premiers propos? Et étiez-vous au courant pour cette discussion, pour sa restauration bon. Je vous ai mal entendu à la fin. Vous pouvez me redire la fin, s'il vous plaît? Carrément sur Avatar ou pour les deux questions? Non, juste la fin, juste les derniers mots. D'accord. Alors, en fait, je vous demandais si déjà vous étiez d'accord avec mes propos sur ces deux films. Oui. Et est-ce que vous étiez au courant
des messages d'introduction, pardon, pour la restauration de Autant n'importe comment. Ce message d'introduction, Oui, oui, voilà. oui, oui. Bon, moi, je pense qu'il y a un changement important de comment on pourrait désigner ça, disons, de régime de vérité dans l'approche de la question des différences raciales Ouais, entre Autant en emporte le vent, oui, a fortiori Naissance d'une nation aussi, bien sûr, oui, et Avatar. Je pense qu'il ne faut ouais, pas sous-estimer cette évolution au sein même et de la culture américaine en général c'est ça, et du système de production des films hollywoodiens ou post-hollywoodiens aux États-Unis. bien sûr. Parce que dans Autant en emporte le vent, on considère comme acquis non seulement la différence entre les races, mais leur hiérarchie, bien sûr, euh, avec les blancs au sommet, naturellement, mais davantage encore, c'est ça le point clé, le fait que les races ne doivent pas se mélanger et qu'elles se côtoient, forcément elles doivent se côtoyer, mais dans des conditions qui sont très, très fixées, c'est-à-dire en gros, les Noirs doivent rester à la place, dans la position des Ouais, serviteurs. ouais, Bon, manifestement dans Avatar, on n'en est plus là. Les choses sont devenues, si ce n'est plus compliqué, du moins le message est autre, il est déplacé, ouais. puisque le point clé, c'est la question de la tolérance. Mmh. Il ne faut pas faire de mal aux hommes bleus Ouais, de l'autre planète. ouais, Il ne faut pas leur faire de mal, il faut les respecter et on peut, sous certaines conditions aussi, non seulement les côtoyer, mais se mélanger avec eux, puisque fondamentalement, c'est quand même une histoire de mariage mixte. ouais. Bon, le mariage mixte est devenu possible. Mmh. Voilà, il est dans les normes. Donc, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la différence, le déplacement qui s'est produit entre les deux films. On ne peut pas les placer tous les deux, je pense, dans une perspective critique, sous le signe de dire, bon, il y a du racisme dans les deux. Là, bon, là, on voit que racisme est un peu un mot valise quand même, donc il faut un petit peu se méfier. Bon, il faut élaborer plus. Moi, je pense qu'il y a des tas de choses critiques, très critiques à dire sur Avatar, Ouais, mais il faut commencer, je pense qu'il faut commencer par prendre acte de ce changement, de ce déplacement. Sur l'autre question, c'est-à-dire la restauration de Autant n'emporte le vent, hein, c'était bien ça les débats qui ont accompagné. Bon, si vous voulez, bon, évidemment les studios maintenant, enfin c'est HBO, je crois, qui sont en charge de la diffusion du film. Ils peuvent pas, vu quand même la montée du mouvement décolonial, tout ce qui s'est passé aux États-Unis, tout ce qui a accompagné, enfin les grands mouvements de protestation après l'affaire George Floyd, etc. Il faut faire quelque chose. Bon, mais en gros, si j'ai bien compris, ce qu'ils font, c'est garder le film. Bon, ça, je trouve que c'est la pire des choses, ça serait de censurer le film, hein, de couper les passages les plus litigieux. Non, il faut laisser le film tel qu'il est. Et il l'accompagne d'un préambule, d'un exposé plus ou moins scientifique qui le replace dans son contexte. Bon, il se passe exactement la même chose qu'avec Tintin au Congo, l'album d'Hergé d'ailleurs. C'est exactement la même chose. Bon. Donc toute la question, c'est celle de la qualité du préambule qu'on ajoute. Et en mmh, général, les préambules, ils ne sont pas tout à fait satisfaisants parce qu'ils ouais, consistent simplement à dire ah mais ça c'était des, il faut comprendre parce que ouais, c'est comme ça qu'on voyait les choses à l'époque. c'est ça. Et là non, là je ne suis pas d'accord. Enfin bon, ça on peut en discuter, mais je pense que c'est pas comme ça qu'on peut dire les choses. Enfin, ça ne suffit pas, loin de là. Ouais. Alors après, moi, j'avais vu la version Arte parce qu'ils l'ont repassée il n'y a pas longtemps. Alors eux, ils n'ont pas Mm. mis ce message d'introduction, mais par contre, ils ont un peu censuré les traductions des entr'actes. Vous savez, quand il faut passer d'un chapitre à un autre, il y a ces petits messages. Et en fait, j'ai remarqué qu'ils ne traduisaient pas tout. Alors, quelle est la solution pour expliquer voilà, ce genre de problème dans ce film?
dans ce genre de film, c'est compliqué, en fait. Est-ce qu'il faut vraiment censurer ou est-ce que, voilà, comment faire, en fait? Mais non, mais ça, c'est le puritanisme américain, si vous voulez, qui consiste, quand il y a une difficulté, à la contourner en censurant. C'est-à-dire, on ne peut plus prononcer, par exemple, un certain nombre de mots, et en premier lieu, bien sûr, dans ce contexte-là, le Ouais. mot nigger, nègre. Nigger. On doit pas, donc, même dans les sous-titres, maintenant, je vois, dans les sous-titres, j'ai vu il y a pas longtemps sur, je sais plus, c'était sur Arte, je crois, un film avec des sous-titres générés automatiquement, des mauvais sous-titres générés automatiquement. Bon. Et dans ce film revenait constamment le N-word, nigger. Ouais. Eh bien, à la place, dans les sous-titres générés automatiquement, à la place du mot nigger, vous aviez un long tiret. Bon, ça change quoi, ça change quoi? Je veux dire, il faut faire face à la réalité. C'est comme ça qu'on parlait dans le film, parce que le film est référé à un certain contexte. Il faisait parler ces personnages vrais, disons vrais, comme on parlait, aussi choquant que ça puisse paraître. Il parlait comme un blanc raciste dit les choses dans le contexte en question, qui est le contexte des années 40. Bon, voilà. Alors, l'évitement, là, ça consiste à remplacer le mot qui fâche par un tiret. Ça n'arrange rien. C'est pas comme ça qu'on fait face à la réalité. Je pense que il vaut mieux faire ce qui a été fait plus sérieusement avec le fameux film de Veitarlan, le film antisémite de Veitarlan, Juifus, c'est-à-dire d'équiper d'un solide appareil critique, historique, historiographique, vraiment savant, vraiment informé, et qui, le remettent en contexte. C'est ce qu'on a fait avec Mein Kampf, avec l'édition, puisque Mein Kampf est tombé dans le domaine public. Donc tout le monde était susceptible de s'en emparer. Alors on a réédité, on a fait une édition savante de Mein Kampf. Moi je crois que c'est comme ça qu'il faut faire plutôt que censurer des sous-titres ou des petits des recours un peu misérables de cette espèce-là. Et je pense qu'il faut faire la même chose avec Autant n'emporte le vent. Vous n'allez pas enlever la scène où la petite Blanche gifle la servante, vous vous rappelez cette scène sans doute, elle gifle la servante noire qui se débrouille mal pendant l'accouchement difficile de sa bête de bon, etc. Vous vous rappelez cette scène, quoi. Bon, c'est choquant. On voit cette femme blanche, cette jolie jeune femme blanche qui gifle une servante noire, évidemment un peu stupide puisqu'elle est noire. Elle est empotée, donc elle l'a bien mérité. La morale de la scène, c'est qu'elle l'a pas volée, la baffe qu'elle a prise. Bon, on va pas enlever cette scène parce qu'elle n'est pas correcte. On va l'analyser. On va essayer de la comprendre. On va la contextualiser. Enfin, voilà. C'est ça. Mais la propension, je pense, la pente naturelle de ce que moi j'appelle le puritanisme américain, ça sera plutôt de virer cette scène, quoi, pour nous faire une version propre, une version clean de Autant n'emporte le vent. Bon, ça, c'est pas le but du jeu. Le film, il a son histoire, il a son contexte, et il faut qu'on soit en face, qu'on se tienne en face de tout ça. Et c'est la même chose exactement que pour l'essence d'une nation. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on peut aussi voilà, leur rappeler que ces deux films ont marqué leur époque. Autant n'emporte le vent par son plus grand succès de spectateurs, de nombre de spectateurs. Aussi, ça c'est vrai que c'est une chose qu'on me rappelle par la manière de comment c'est filmé. On me rappelle souvent, voilà, pour l'époque, c'est un film magnifique avec ses plans, etc. Mais du coup, on oublie quand même de parler aussi du fond du film, toujours de ce débat entre le fond et la forme. C'est vrai qu'Avatar aussi a eu ce côté-là, que c'était quelque chose d'exceptionnel pour beaucoup de gens, en tout cas en 2009. Alors que moi, j'avais vu quand même d'autres films, par exemple en 3D, parce que j'étais allée au Futuroscope. Et le Futuroscope, pour moi, c'est un peu la 4DX, ou alors les films 3D d'aujourd'hui, mais voilà, qui étaient en avance sur son temps. Mais c'est vrai que voilà, c'est vrai que malheureusement, aujourd'hui encore, parce qu'ils ont marqué par la forme, on a du mal à parler du fond, en fait, de certains de ces films, encore aujourd'hui. Oui, parce que
c'est quand même le principe de base, je pense, de l'industrie cinématographique aux États-Unis, c'est-à-dire de Hollywood à l'époque classique, c'est d'en mettre plein la vue. Oui. C'est le principe, c'est on n'a jamais vu ça. Là, on est en train, c'est l'innovation. On est en train de vous montrer quelque chose que vous n'avez jamais vu, et donc ça joue en premier lieu sur un effet de fascination qui tue littéralement tout esprit critique. Ouais. Donc ça, je dirais, c'est purement et simplement un procédé industriel. C'est le procédé industriel de l'innovation, c'est exactement la même chose au fond, sur le fond, la matrice de ça, c'est la même chose que quand vous avez le dernier smartphone qui sort, la dernière génération qui sort, et là, il y a des trucs qui n'existaient pas sur la génération précédente et qui vous en mettent plein la vue. Voilà. Ouais. Et ça marche comme ça. Bon, ça, c'est un principe capitaliste de base, mais je veux dire, les Américains l'industrie cinématographique américaine est en pointe, a toujours été en pointe depuis les débuts, c'est-à-dire depuis naissance d'une nation, sur ces questions-là. Donc, par excellence, c'est comme ça que Autant on emporte le vent est devenu un film culte. Le côté en anglais, en américain, on dit lavish, c'est-à-dire qu'il vous en fout plein la vue. Bon. Alors, effectivement, du coup, ce film est devenu le film le plus populaire auprès du public américain. Je ne sais pas s'il l'est encore, mais il l'a été pendant des décennies et des décennies. Le film le plus populaire, ça veut dire effectivement le film qui, lors de sa sortie, de sa réception, lorsqu'on l'a vu, puis revu, etc., a continué à en mettre plein la vue. Voilà. Ça tourne comme ça. Alors, du coup, bien sûr, le regard critique, il s'effondre là, il s'effondre, il est complètement consumé par les flammes de l'incendie d'Atlanta. Il n'y a pas de jugement critique, c'est beau, c'est magnifique. Mais c'est pas que, en réalité, enfin d'un point de vue esthétique, selon des canons esthétiques, c'est pas beau, c'est au-delà du beau, c'est dans une espèce, c'est un sublime kitsch. Moi, je dirais, c'est un sublime kitsch, c'est un sublime industriel. Évidemment, qui est destiné à tout le monde, au grand public. Donc, ça ne peut pas être un sublime très raffiné. C'est un sublime de grands effets spéciaux. Voilà. Et ça a toujours fonctionné comme ça. Et alors, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, une question que j'ai vraiment pas fait le tour, quoi, mais que je pense que c'est un point clé, c'est la façon dont, cette façon d'en jeter plein la vue, la question de l'amour romantique, quoi, est le truc qui fait tout passer. Et notamment qui fait passer ce que j'appelle le régime de vérité autour de la hiérarchie des races, le fait que c'est les blancs qui sont au centre de l'attention et les noirs sont à la place du serviteur, et c'est comme ça et c'est pas autrement, quoi. Et alors, ça, je crois que c'est fondamental. Comme vous voyez, l'amour romantique, la passion romantique avec toutes ses flammes, ses retournements, ses coups de théâtre, ses corps sublimes aussi, bien sûr. Ça permet de tout emporter, quoi. Donc, du coup, le fond suprémaciste, ça passe en douceur. Il n'y a pas de problème puisque c'est emporté, c'est transporté par cette histoire d'amour romantique. C'est ça. Donc la violence de la guerre, oui, la violence, elle est là, mais elle est purement décorative. Elle est décorative. Et mine de rien, Jack Sully, il est obligé de rester indien pour pouvoir aimer la femme. Oui. Finalement, il ne peut pas être blanc non plus trop parce qu'il n'est pas très accepté par les autres de la vie. Pas toujours, en tout cas. Donc, du coup, il va quand même rester indien pour être accepté aussi par. Enfin, voilà, c'est aussi un énorme combat, c'est ça, culturel. Hein, et puis, c'est ça, cette hiérarchie, comme vous dites, entre les cultures. Effectivement, on peut aimer, mais quand même, si tu peux rester comme ceux que tu veux faire partie de la nouvelle culture, il faut que tu sois comme les autres, quoi. On ne peut pas être finalement vraiment tout blanc. Enfin, voilà, enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, il faut quand même qu'il reste un peu indien pour être, voilà.
et pour être accepté même par les Indiens eux-mêmes, en fait, finalement. Oui, 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 tout à fait. Alors Oui. que je ne sais pas si vous avez vu le film de Scorsese, le dernier du nom? Le tout dernier Scorsese, non, je ne l'ai pas encore vu. On m'en Ouais, dit, on m'en dit du bien, mais je ne l'ai pas encore vu. d'accord. Bah, si vous avez un jour l'occasion, parce que justement, je trouve que ça fait une différence entre justement, parce qu'il y a aussi ça, moi, c'est pour ça que je dis que quand même, alors je comprends tout à fait ce que vous dites, effectivement, il faut aussi voir l'évolution, de ce qui se passe aussi, voilà, l'intégration des cultures aux États-Unis. Mais moi, ce qui m'a frappé justement dans ce film aussi, c'est de voir quand même comment il décrit comment on peut effacer une ethnie, c'est-à-dire les colons qui arrivent donc sur la terre indienne et qui aussi essayent d'écraser le langage, enfin la langue, quoi. Alors que Oui, justement, Scorsese, dans ce film, dans son film à lui, il dit à quel point, en fait, effectivement, les Indiens, ils n'étaient pas si idiots que ça. Ils voyaient très bien que c'était pour effacer leur culture et pour qu'ils puissent finalement parler qu'avec la culture américaine, en fait. Mais complètement effacer, en fait, la culture indienne. Et c'est un peu enfin, moi, c'est ce que je ressens dans ce film Avatar. Et je trouve quand même c'est ce qu'il essaye de faire un peu James Cameron à travers Avatar. oui. Alors, oui, alors si on revient sur Avatar, moi, ce qui me frappe, c'est la chose suivante, c'est que Ouais, on passe sous un régime de tolérance. Donc, ouais, toutes les races sont acceptables ouais, et à la limite, les terriens, qui sont quand même des terriens blancs pour l'essentiel, doivent considérer les autres, là, qui sont des extraterrestres, mais quand même très, très fortement anthropomorphisés, qui ressemblent à des humains quand même, même s'ils ont des queues. Il faut les considérer comme des sortes d'égaux, quoi. Il faut les traiter fraternellement. Donc ouais, ça, c'est d'accord, ça c'est le déplacement, c'est le message. Mais là où, si vous voulez, la suprématie blanche ouais, se maintient, là où elle revient, c'est ouais, que forcément le conducteur du récit, le narrateur, ou comme on dit habituellement le héros, ouais, ça reste un humain, c'est lui qui a l'intelligence tactique et tout ça d'arranger les choses quand les mauvais, les extractivistes, les capitalistes prédateurs ou les racistes d'un autre temps veulent discriminer, nuire, massacrer les hommes bleus, ouais, c'est toujours lui qui est là comme, disons, le casque bleu, c'est le cas de dire, celui qui est là pour rétablir la paix, empêcher les massacres, et puis faire que l'histoire continue sous un régime de tolérance. Et il ouais, va le faire à tel point qu'il va épouser une petite femme bleue. Bon, alors ça c'est très important parce que finalement on sauvegarde, le récit sauvegarde l'essentiel de la suprématie blanche, mmh, c'est-à-dire de la suprématie humaine en l'occurrence là maintenant, puisqu'on est dans un contexte où des humains sont mis au contact d'extra-humains. Bon, et c'est ça qui est fondamental, c'est que c'est encore et toujours nous ouais, qui allons continuer à raconter l'histoire. c'est ça. C'est nous qui sommes les gestionnaires des valeurs, des fameuses valeurs. Donc, en Ouais, l'occurrence, ici, principalement, la tolérance. Bon, ouais, un peu, il y a de l'amour aussi, mais surtout la tolérance. Bon. Et une fois qu'on a sauvegardé ça, bah, ça va, on a sauvegardé l'essentiel. Et mmh, dans Avatar, ce que je trouve particulièrement frappant, c'est que ce personnage, cet humain, ce héros qui conserve donc toutes ces qualités, c'est un militaire, c'est un ouais, ancien militaire, c'est ça. et qui est tellement formaté par l'institution militaire que quand il a des enfants, qui sont donc des enfants métis, moitié humains, moitié extra-humains, il leur parle, je crois que c'est au début de la deuxième partie d'Avatar, il leur parle une langue militaire. Ouais, Et quand les gamins ont été tellement formatés par ce côté militaire du père que quand ils répondent, ils disent pas oui et non, ils disent affirmatif, ouais, comme on dit à l'armée. Enfin, mmh, l'équivalent, yes sir, ou je sais pas quoi, l'équivalent en américain. Ça, c'est quand même très stupéfiant. ouais, Parce que là, il y a une rechute, je trouve qu'il y a une rechute dans le l'anthropomorphocentrisme, quoi, qui est folle, quoi, puisque c'est le militaire, ceux qui sauvent, ceux qui gardent les valeurs, la civilisation,
humaine, c'est-à-dire américaine. Ici, ça va de soi dans l'esprit du film, Cameron. Ouais. C'est un militaire, je sais pas, c'est un ancien de la guerre je ne sais pas laquelle, où il a été gravement blessé, ça doit être la guerre d'Irak, je suppose, quelque chose comme ça. Bon, alors voilà, c'est ça le cœur de la civilisation humaine. Bah, ouais, merci beaucoup, moi je ne m'y reconnais pas, hein. Non, c'est clair. Je m'y reconnais pas vraiment, voilà. Ça, vous voyez, c'est ça qui est intéressant dans ce genre de film là, qui essaye de produire un déplacement, Ouais. de véhiculer le politiquement correct, quoi, d'aujourd'hui, Ouais. et toutes les supposées valeurs qui vont avec. Vous avez toujours des moments où ça rechute, quoi, et ça rechute vraiment grave, là. Là, ça, dès que c'est le côté militaire qui ressort, bon, on décroche, on dit, bah non, c'est pas nous. Non, ça, c'est pas nous, non. C'est pour ça qu'aussi je décris beaucoup plus le second, donc du coup, comme naissance d'une nation, parce qu'en plus aussi, ils font cette guerre entre les deux camps indiens, en fait, et du coup, ça me fait vraiment rappeler un peu naissance d'une nation en même temps. Tout à fait. C'est pour ça que j'arrête pas les comparer à ces deux films, enfin, voilà, ouais, non, c'est toujours la difficulté, effectivement, avec les techniques, comme quoi c'est extrêmement difficile vraiment de parler du film lui-même et de voir tous les détails qui dérangent énormément et du coup, c'est vrai que, c'est vrai que là où ça me fait peur un peu, ce que je vois dans les critiques quand j'écoute, beaucoup de certains de mes camarades, c'est qu'en plus, ils excusent par la contextualisation et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup, chez les critiques d'aujourd'hui. Par exemple, dans le Télérama, il y avait 4 côtés justement quand ils ont repassé en temps devant, en disant justement: «Ouais, mais ce n'est pas qui va ça et tout» et je trouve que du coup, bah, le cinéma, en fait, il peut pas évoluer si on apprend aux critiques d'excuser et du coup, comment faire évoluer les choses, quoi? À ce niveau-là, c'est là où je me pose la question aussi aujourd'hui, quoi. Je sais pas Oui. si vous êtes d'accord avec ça, mais mais voilà, Bah, moi, moi, je pense que pour garder je pense pas, enfin, je l'ai écrit là dans un texte que je vous avais fait suivre. Je pense pas que la critique soit en bon état aujourd'hui, hein, ouais, spécialement la critique cinématographique. ouais, Et je pense qu'une des raisons de ça, c'est que on est dans un monde, et notamment pour tout ce qui concerne la communication et les échanges, la construction des espaces publics, là où on discute, quoi, où ce qui devient de plus en plus déterminant, c'est d'émettre des jugements, et ouais, d'émettre des jugements immédiats, rapides, qui se condensent souvent quand il s'agit de films ou choses comme ça, j'aime ou j'aime pas. Bon, j'aime pas. Et ça, c'est ce qui permet de faire l'économie de la réflexion. Et c'est ce qui repousse l'analyse au second plan, qui fait complètement disparaître d'ailleurs tout enjeu analytique. Or, ouais, moi, je pense qu'il faut toujours commencer par la partie analytique. ouais, C'est pour ça que je me méfie, par exemple, quand vous voyez ces discussions épidermiques autour d'Avatar, les rapprochements qu'on peut faire entre Avatar et des films comme Autant n'emporte le vent, est-ce que c'est raciste ou c'est pas raciste? Bon. Mais pour moi, c'est pas ça la première des questions, parce que déjà, on parle avec un vocabulaire qu'on n'a pas contrôlé, qu'on n'a pas analysé lui-même. Raciste, c'est un mot qui englobe tellement de choses. C'est une auberge espagnole, un mot valise, quoi. Parce que le point principal, c'est que, bon, pour parler des questions de différence d'espèces ou de race, ben, vous avez des régimes de vérité. Bon, sous un certain régime de vérité, on va considérer que c'est l'évidence que les races ne doivent pas se mélanger et que les races sont hiérarchisées. Sous un autre régime de vérité, vous allez considérer que les races peuvent parfaitement se mélanger, que c'est même une bonne chose, que le métissage est une excellente chose, métissage culturel ou racial, etc. Et puis qu'évidemment, il y a une égalité de principe et fondamentale entre toutes les espèces et toutes les races humaines. Bon, ça, c'est incompatible. Hein, ce qui définit par définition des régimes de vérité, ils s'excluent l'un l'autre. Ils s'excluent l'un l'autre. Bon. Donc, il me semble que si on veut commencer à entrer dans une discussion là-dessus, avec ces comparaisons, Avatar, les films comme Autant n'emporte le vent, il faut partir de ça.
c'est difficile de les comparer, justement, c'est très difficile de les comparer, ou du moins, il faut les comparer avec un luxe de précaution, parce qu'ils ne sont pas placés sur le même régime de vérité pour parler de la race, pour parler de la question de la race. Bon, après, une fois qu'on aura pris ça en considération, on va pouvoir essayer d'aller un petit peu plus loin, quoi. Mais là, on voit comment des mots comme racisme, ça encombre, en fait, ça obstrue une vraie discussion, ça empêche une vraie discussion parce que ça veut dire une chose et son contraire, quoi. Bon, quand on dit, voilà, autant n'emporte le vent, ben ouais, c'est quand même ce qui doit prévaloir, c'est que c'est une superbe histoire, c'est une grande épopée, et tout ça. Le reste, bon, tout ce qui est le fond raciste, l'éloge du Sud, tout ça, c'est comme ça qu'on voyait les choses à l'époque. Bon. Mais ça, c'est une facilité parce que, oui, c'est comme ça que Fleming montre les choses, c'est comme ça qu'un certain nombre de gens, ouais, c'est comme ça qu'une grande partie du public, d'ailleurs, de ce film, voit aussi les choses et donc se reconnaît dans le film. Mais il faut toujours ajouter, pour être exact, que à l'époque même, dans ce temps même, il y avait des gens qui voyaient les choses autrement et qui le disaient. C'est-à-dire qui, dès cette époque-là, disaient que le message que véhicule ce film et que cet éloge du Grand Sud, de l'économie de plantation et de l'esclavage qui va avec, ça ne va pas. Ça ne va pas, c'est pas acceptable, c'est une chose intolérable et on doit être contre. Et c'est pas seulement des intellectuels noirs qui, à l'époque, je veux dire noirs américains, qui à l'époque disaient ça. C'était aussi, ça pouvait être des penseurs critiques blancs qui avaient ce regard critique sur un film comme celui-là. Il faut toujours dire ça parce que sinon, on est dans ce relativisme culturel absolu qui dit ah ben c'est comme ça qu'on pensait à l'époque, donc oui c'est un peu raciste, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Non, c'est pas vrai parce que dans chaque époque, ces questions-là qui concernent les relations entre les races, les espèces humaines, elles sont en débat. Et il y a oui, quand il y a sous un certain régime de vérité un consensus majoritaire qui place tout naturellement l'espèce blanche au sommet de la hiérarchie des races, il y a quand même, y compris chez des blancs, des gens qui disent non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Et donc le message d'un film, le message implicite d'un film comme Autant n'emporte le vent, il est suspect, il n'est pas acceptable, on doit le rejeter. Bon, il y a quand même, là j'ai relu des petites choses là-dessus. Au moment où, je sais pas, après que dans le film, enfin, Autant n'emporte le vent avait un si grand succès, il y a eu quelques endroits aux États-Unis où des pouvoirs locaux ont dit c'est problématique quand même de projeter ce film parce que ça va susciter des tensions entre les communautés. Bon, ça montre que ces gens-là, je crois que c'était à Memphis ou quelque chose comme ça, dans le sud donc, ça montre que ces gens-là étaient conscients du fait qu'il y avait un élément profondément problématique et même toxique dans le message du film, dans ce que véhicule le film. Voilà, donc il y a toujours des gens qui pensent minoritairement autrement que sous ce régime, bah ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, le truc, c'est que c'est comme ça que le type de l'association là, des amis de Hergé a récemment écrit l'introduction à Tintin au Congo. Il dit ouais, d'accord, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont choquantes aujourd'hui dans la façon dont Hergé décrit les Noirs dans Tintin au Congo, mais c'était les représentations de l'époque, voilà. Mais par ailleurs, il ajoute, c'est pas Hergé n'était pas raciste parce que sa description stéréotypée des Noirs n'était pas agressive ni méprisante. Donc oui, il fait la différence entre ce qui relèverait du stéréotype, donc dans Autant n'emporte le vent, tous les trucs sur la bonne servante, la bonne grosse servante incarnée par cette bonne actrice qui s'appelle Hattie McDaniel. Donc ça, c'est un stéréotype, mais par ailleurs, elle est sympathique, elle est infiniment sympathique. La preuve, c'est qu'on va lui donner un Oscar d'ailleurs. Et donc, c'est pas raciste. Ben non, c'est pas comme ça. On voit bien là comment le mot raciste, c'est un mot faible. Parce que non, on peut pas dire ça. Parce que d'ailleurs, on pourrait rappeler.
le fait historique aussi, c'est qu'elle n'a même pas pu aller chercher son Oscar parce que Voilà, la cérémonie voilà. était interdite en noir. Ça, voilà. Si elle a récupéré son Oscar, mais c'est pire que ça, c'est qu'après la cérémonie, elle n'a Ouais, pas pu manger à la même table que les Blancs. ouais, Le point de séparation, c'était ça. Son Oscar, on lui a donné, et ouais, après, on l'a assise à une table spéciale. Et voilà. là, tout est dit. Je veux dire, ça, c'est quand même tout est clair, quoi. Mais ça, justement, enfin, c'est vrai que c'est assez terrible parce que ça, justement, j'ai l'impression qu'en France, on ne se rend pas compte de toute cette époque hein, des années 80, 60-80, où vraiment c'était très interdit le monde au noir hein, américain. Enfin, c'est pour ça que d'ailleurs beaucoup venaient en France parce que justement, ils avaient cette impression de vivre moins de racisme, en tout cas ceux qui pouvaient, comme les artistes comme Ray Charles, entre autres. Ils se Oui. sentaient mieux considérés, mais on ne se rend pas compte, je crois, de toutes ces époques-là où quand l'endroit est interdit parce que, voilà, on n'appartient pas à la classe sociale, enfin, même à la classe raciale, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'en France, particulièrement, pas seulement en France, dans toute l'Europe, mais en France particulièrement, il y a eu ça remonte à Tocqueville, hein, de la Ouais, démocratie en Amérique, donc autour de 1830. Il y a un mythe de la démocratie américaine qui s'est construit. Bon. Et c'est donc un récit de l'Amérique, un récit idéalisé de l'Amérique, c'est-à-dire des États-Unis, de cette Amérique-là, qui va considérer que la matrice de la civilisation américaine, c'est cette démocratie qui est ouais, différente de la nôtre et qui est un trésor pour toute l'humanité, et que tout ce qui concerne le problème des Afro-Américains, les discriminations, la ségrégation, le legs de l'héritage, tout ça, c'est des phénomènes secondaires, des épiphénomènes par ouais, rapport à cette chose fondamentale, cet acquis fondamental de la civilisation américaine qui est voué à devenir un acquis fondamental de l'humanité tout entière. Bon, c'est tout ce qui concerne donc la constitution raciale des États-Unis, en fait, ouais, c'est pas la question, c'est pas la question principale. ouais, Bon, or aujourd'hui, bien sûr, la montée du discours décolonial aux États-Unis et ailleurs aussi ouais, renverse ce récit, cette argumentation, en montrant comment la question de la séparation des races, elle est dans la matrice elle-même, elle est au cœur de la matrice, et que c'est pas seulement la question du Sud, de l'héritage un peu encombrant de l'économie de plantation, de l'esclavage, de la guerre civile, côté confédéré, etc. C'est pas seul, ça ne se réduit pas à ça. C'est dans les gènes de l'histoire américaine, tout ça. Et la preuve, c'est comment ça revient sans cesse, ouais, comme on l'a vu au moment des, des, grandes manifestations, des tout à émeutes fait. récemment, quoi. Ouais, Ces dernières années. Le problème n'est pas réglé parce que c'est dans la matrice, tout ouais, simplement. Bon, alors, si une fois qu'on prend les choses sous cet angle-là, on voit un film comme Autant n'emporte le vent tout différemment, bien sûr. On le voit tout différemment parce que ce qu'on voit dans ce film, sous le décor grandiose, et sous les aventures et tout ça, c'est la matrice. C'est la matrice qui se dévoile, exactement comme dans le film de Griffith. On voit la matrice à l'œil nu. Il suffit d'apprendre à regarder. Voilà, il faut regarder. Et on voit la matrice. Moi, une chose, si vous voulez, qui me frappe beaucoup, ouais, c'est la différence des corps. C'est le contraste entre les corps. ouais, Bon, et là, c'est là que vous saisissez, vous allez au cœur des choses, qu'on trouve la clé, quoi, pour dire un film comme celui-là. Bon, vous avez donc, vous connaissez sans doute l'histoire, le casting ouais, pour le rôle de Scarlett O'Hara a été très disputé. Bon, il y avait plein d'actrices qui voulaient ce rôle, et on les comprend, des grandes actrices américaines. Bon, finalement, la production, les réalisateurs, je ne sais plus exactement qui avait le dernier mot, ils ont choisi Vivien Leigh, qui est une actrice anglaise, hein, qui est une anglaise, qui était la compagne d'un très grand acteur anglais. Bon, donc là, on voit bien comment, bon, ils l'ont choisi selon leur critère, mais on voit bien que ce qui tranche
c'est le critère de la race. C'est qu'elle était une très attrayante femme blanche. Blanche. Le fait qu'elle ait un accent britannique, qu'elle a dû travailler sans doute pour le transformer en accent du Sud un peu traînant, bon, ça c'est un truc technique, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais le fond de l'affaire qui fait qu'on pouvait la prendre sur des critères d'expressivité, de beauté, etc., c'est que c'est une femme blanche, et puis basta. Et une très belle femme blanche. Bon, on peut dire ça comme ça. Et vous la mettez en face, donc pendant tout le film, elle est en face de cette actrice noire, Hattie McDaniel, qui, elle, à qui incombe le rôle de la servante. Ouais. Et qui, elle, est opulente, pour le moins, et qui n'a pas, ce qui la caractérise, si vous voulez, c'est qu'elle n'a pas de vie de famille, elle n'a pas de vie sexuelle. Elle ne peut pas, avec le corps qu'elle a, qu'on lui fait dans le film, hein, je parle pas de l'actrice, je parle du personnage, avec le corps qu'on lui fabrique dans le film, elle ne peut être qu'une servante. Elle a un corps de servante. Et il se trouve que ce corps est noir. Évidemment, il est noir. Bon. Et là, dans le jeu de contraste entre les deux, qui dure quand même tout ce que dure le film, eh ben vous avez la matrice, vous avez la matrice de ce qu'est cette Amérique construite autour de la du color divide, la séparation entre les couleurs, la séparation entre les espèces, entre les races. Bon. Et puis même l'homme, hein, celui aussi qui sert, voilà, il court après les poules. On le voit aussi courir à côté des poules dans la cour, là, justement pour les blancs, quoi. C'est ça, c'est ça. Oui. Donc c'est bien en fait de reprendre ces films aujourd'hui, parce que ça permet d'accompagner tout ce mouvement de déconstruction et de reconstruction de l'étude, de l'histoire, des origines, de la provenance du monde états-unien, de la démocratie aux États-Unis, quoi. À travers le cinéma, à travers le film, parce qu'on découvre une quantité de choses, quoi. Le cinéma. Ouais, pardon, c'est peut-être un petit peu ce que je reproche à Spike Lee, ne pas toujours oser vraiment dire ce qu'il pense de ces films-là. Alors des fois, il prend des extraits dans ses films et tout, mais la personne qui découvre ces films ne comprend pas forcément ce que ça veut dire. Alors que justement, s'il y a bien quelqu'un qui pourrait en parler, ça serait lui, comme James Baldwin aussi, qu'on a remis un peu en avant ces dernières années. Et c'est vrai que ces personnes-là sont encore aujourd'hui très importantes, quoi. Oui, tout à fait. Ben, il y a un effet patrimoine aussi, hein, bien sûr. Une fois qu'un film comme celui-là fait le tour du monde, a eu le succès mondial qu'il a eu, mais je ne passe pas seulement dans le monde blanc, hein, en Asie aussi. Bon, une fois que le film a eu un tel succès, il est entré dans le panthéon, il est entré dans le patrimoine du cinéma. Donc ça suscite un respect, une aura. Il est devenu intangible, quoi. Il est devenu intouchable. Et donc, il faut être, je dirais, exercé à la critique pour ne pas se laisser intimider par cet effet de patrimoine. Oui, tout à fait. Ça, c'est très important. Parce qu'une fois qu'on a dit que c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma, on n'a fait que saluer l'industrie. On a donné un coup de chapeau à l'industrie. Mais tout le travail critique reste à faire, évidemment. Qui change toujours de forme, hein. Parce qu'aujourd'hui, je le vois dans les films de super-héros, en fait. Hein. C'est les mêmes genres de films, mais dans les films de super-héros, quoi. Et c'est ça qui à chaque fois, que ça se perd, parce que c'est la même chose, c'est le même problème. On ne peut pas en parler, quoi. Oui. Donc, il y a un effet d'intimidation par l'échelle, par le côté grandiose, et par la façon dont le film est devenu un monument. Et ça, c'est par excellence, ce film-là est un monument. Donc, évidemment, quand un film est devenu un monument, la critique ne sait plus par quel bout le prendre. Et comme chacun sait, bon, maintenant, on est en plein mouvement décolonial. Vous avez vu ça en Angleterre, on fait tomber les statues des anciens esclavagistes qui, étaient révérés comme des personnages très importants, des héros, etc. Bon, on a tendance à non seulement à les contester, mais parfois à les renverser.
Mais c'est jamais facile de faire tomber une statue. Non. C'est jamais facile. Et un film, c'est la même chose. Une fois qu'il a acquis ce statut, justement d'éléments du patrimoine qui fait partie des 10 plus grands films de l'histoire du cinéma, alors là, ça devient compliqué. Et pourtant, il faut faire le même travail. Il faut faire le même travail avec les films, je pense, que celui qu'on fait avec les statuts de personnages qui deviennent contestables aujourd'hui, bien sûr. Mais c'est prévu hein, sur ma chaîne, alors pas cette année, mais l'année prochaine, j'ai envie de faire vraiment un travail sur les films de propagande contemporains, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, parce qu'il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Et surtout depuis 2001, depuis 20 ans, c'est revenu, je trouve, et c'est ça sur plusieurs formes, quoi. C'est assez effrayant, en fait. Et c'est toujours très difficile d'en parler. C'est ça qui est... Donc c'est pour ça que ça me fait du bien d'entendre des personnes comme nous, justement, que je trouve qu'on ne met pas assez en avant. Parce que voilà, si, bien sûr, il faut en parler. Et, voilà, mais c'est vrai qu'on est toujours un peu obligé de choisir les personnes avec qui en parler, parce que c'est vrai qu'il faut avoir les mots pour en parler, il faut avoir la culture aussi. Et c'est vrai que moi, je suis une petite cinéphile, mais c'est vrai que c'est vraiment avec Avatar, avec l'image, la puissance de l'image, que j'ai découvert ce que ça pouvait générer en fait chez les spectateurs. À quel point ça pouvait effacer toute une histoire, parce qu'on trouvait tellement beau. Et on me disait, justement à l'époque, parce que moi je dis ça depuis 2009, hein, je n'ai pas attendu aujourd'hui pour le dire, mais je dis ça depuis sa sortie en salle. Et on me disait à l'époque déjà, mais tu allais le voir en 3D. Et moi je ne comprenais pas pourquoi on me disait ça. J'étais là, mais non, en quoi ça change l'histoire, la technique, etc. Mais rien que ça, c'est très compliqué de le dire. Quoi. Voilà, toujours rester sur ce genre de film. Quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà, je ne sais pas si vous voulez faire une petite critique sur les films, enfin sur Avatar par exemple, je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter. Moi, je ne vais pas répéter, mais je vais insister, si vous voulez, sur ce point. Je pense que aujourd'hui, une façon de traiter les problèmes des relations entre les cultures et aussi entre les différentes espèces humaines, donc essentiellement, disons, les races, quoi. Il y a une façon d'en parler qui était traditionnelle, qui était légitime, et encore jusqu'à disons, pendant toute l'époque non seulement de la colonisation, mais donc après la Deuxième Guerre mondiale, quand s'est mis en place un monde sous hégémonie. Les films racistes et tout, il y en a aussi en France. Enfin, je veux dire, chaque pays. Mais bien sûr, voilà. Bon, mais ça, disons que c'est entré en crise. Hein. C'est entré en crise, donc il y a des choses qui sont plus possibles. Il y a une façon de montrer, par exemple, dans le cinéma américain, il y a une façon de montrer le noir, de présenter le noir comme un joyeux imbécile qui n'est plus possible. Il y a l'irruption d'un cinéma noir, enfin, je veux dire, dont les réalisateurs sont noirs, avec des grands acteurs noirs, etc., etc. Bon, tout ça fait un certain nombre de choses ne sont plus possibles. Donc, je crois qu'à partir du moment où les gens qui font des films dans le cadre, disons, de l'industrie du cinéma ont pris acte de ça, ils ont cherché des stratégies permettant de se relancer. Et un élément fondamental, je pense, c'est de garder la maîtrise du récit. Garder la maîtrise du récit, c'est-à-dire, d'accord, on va maintenant faire des films sous un autre régime où il y aura donc forcément des bons noirs, des noirs intelligents, des noirs qui sont à des positions de responsabilité. Il y aura des quotas d'asiatiques, il faut absolument qu'il y ait des quotas d'asiatiques. Donc, vous faites un film de cosmonaute, vous aurez un cosmonaute noir et un cosmonaute asiatique, avec les cosmonautes blancs, etc., etc. Mais c'est pas ça qui est important. L'essentiel, c'est que, sur le fond, globalement, ça reste une histoire que nous racontons. Et nous, ça reste le monde blanc. Alors qui est devenu un monde plus compliqué parce que dans le monde blanc il y a aussi des gens qui viennent d'ailleurs. C'est pas grave. C'est comme les États-Unis aujourd'hui, si vous voulez. C'est comme les États aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Le chef au Pentagone aujourd'hui, c'est un Afro-Américain, mais ça n'a aucune importance puisqu'il est blanc dans sa tête. Ça, je peux vous assurer que dans sa tête, vu ce qu'il raconte et vu ce qu'il fait, il est archi blanc, ce type-là. Donc il n'y a pas de problème.
On va blanchir des halogènes, on va blanchir ceux qui viennent d'ailleurs, oui, c'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est de garder absolument la maîtrise sur les récits. Alors, tout n'entre pas là-dedans. Hein, je veux dire, il y a maintenant des films qui se font et qui sont y compris des films grand public aux États-Unis qui résistent à ça. Ça, c'est bien évident. Mais c'est quand même l'essentiel de ce qu'il faut préserver aujourd'hui. On veut pas perdre la maîtrise des récits, sur les récits. Voilà. Donc, on va changer un certain nombre, on va amender, on va introduire un certain nombre de modifications, on va introduire plus de métissage, on va complexifier les choses sur la présentation des corps, etc., etc. Il y aura des mauvais blancs, on va montrer plein de mauvais blancs, ça c'est pas un problème. Comme dans Avatar, il y a plein de mauvais blancs dans Avatar. Mais ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on continue à raconter l'histoire. Voilà. Donc, moi, je pense qu'Avatar, enfin, en tout cas, moi, Avatar, ce que j'en ai saisi, ce qui m'y a intéressé, c'est essentiellement ça, quoi. Ouais. C'est que, d'accord, on fait l'autocritique, y compris il y a un côté autocritique très fort dans Avatar. Ouais. Il y a un côté critique et autocritique qui est très fort parce que il y va pas avec le dos de la cuillère sur la critique des fanatiques de l'extractivisme, des planètes extérieures, les exoplanètes, elles nous intéressent pour les métaux rares, et puis les extraterrestres, les hommes bleus, de toute façon c'est des inférieurs, c'est des bêtes, donc on peut les exterminer. Archi critique là-dessus, une critique féroce de ces points de vue présentés comme devenus totalement insupportables et barbares. Mais c'est pas ça le point important. Le point important, c'est quel fil on suit. Et le fil qu'on suit, ben c'est quand même celui d'un humain d'abord, qui se trouve être blanc et qui en plus se trouve être un ancien militaire américain. Donc c'est la quintessence de l'humanité, quoi. C'est ça qui compte, c'est ça qu'il faut garder. Je pense que pour le cinéma hollywoodien, mais on retrouverait des traits comparables dans le cinéma français ou européen. Voilà, c'est ce fil-là qu'il faut conserver. Et ben moi, en fait, en plus, le côté militaire, quand je fais la métaphore des cow-boys quand ils tuaient les Indiens, en fait. Oui, bien sûr. Pour moi, c'est un western, hein, Avatar, en fait. C'est un western moderne, quoi. Oui, le côté, effectivement, le western sans cesse recommencé. Oui, sans cesse recommencé. Et le western, on voit bien comment. Ben voilà, on pourrait dire, c'est ce que vous dites là, ça va, je trouve tout dans le sens de ce que j'essaye de dire, c'est-à-dire le western peut devenir aussi critique que possible, totalement critique, mais l'essentiel c'est que le western continue, avec sa matrice et avec ses fondamentaux, avec ses éléments fondamentaux. Donc il continue, il fait une belle carrière avec Avatar et c'est ce qui le sauve, c'est ce qui nous sauve, enfin ce qui sauve les 16 blanches, en même temps que ça sauve le western, donc tout le monde est content. C'est ça. C'est pour ça que je vous conseille vraiment, quand vous aurez l'occasion, le dernier Scorsese, parce que pour moi, c'est vraiment Avatar complètement par rapport à ça, quoi. Donc, super. Merci beaucoup, M. Mouroussa. Je vous en prie, c'était un plaisir. Voilà, toujours, merci beaucoup aussi pour votre sagesse. Vous savez que des fois, j'ai tendance à rentrer un peu trop dedans dans mes mails, et vous me pouvez toujours les bons pour essayer de me recadrer un peu, et vous avez raison. Et, merci beaucoup. Tout va bien. À bientôt. Oui, au revoir. Avec vous, en tout cas. Merci beaucoup, Alain. Au revoir. Au revoir.